Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être venus assister à ces rencontres proposées par la médiathèque du Centre culturel Tjibaou. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Jerry Delattier, qui est historien, qui est un auteur prolifique, comme vous l'avez peut-être vu sur la table qui était devant la salle Sissia, puisque si on regarde notre catalogue, il y a près de 65 occurrences qui le concernent. Les ouvrages, les articles, des contributions diverses, donc des domaines très variés, mais souvent sur des communes qui m'intéressent. Donc il y a eu Bourail, La Foi, Moindou, Point-Bout. Et là aussi une variété de sujets, mais un intérêt particulier pour la période qui nous concerne, en l'occurrence 1878. Un sujet sensible. Si on en juge les commentaires qui ont pu être ajoutés sur notre événement Facebook, je crois qu'il y a encore des gens qui ont du mal avec l'histoire, ceux qui ont envie d'en entendre parler, de la regarder en face, et puis ceux qui aimeraient la glisser sous le tapis. Alors cette conférence ce soir est en lien avec un ouvrage justement, un pavé, donc pas dire un pavé dans la mare, n'est-ce pas, pour les personnes précitées, qui étudie cette période trouble, qu'on a qualifiée d'un mot générique de révolte, mais qui peut aussi en prendre d'autres. Le terme insurrection a été utilisé. Et cette conférence, je crois, pose la question de la notion du temps, le temps occidental, le temps kanak, puisque, comme on avait une conversation juste avant d'entrer en salle, pour certains, 1878, c'est hier, alors que d'autres, justement, c'était il y a plus d'un siècle. Certaines choses ont eu des conséquences assez marquées, comme le précisera Jerry au cours de cette conférence. Conférence qui est enregistrée, vous pouvez apercevoir notre partenaire Calédonia, juste ici, que je salue et que je remercie évidemment pour les captations qu'ils font. Ces captations sont ensuite diffusées sur leur antenne puis leur chaîne YouTube. Alors je ne sais pas encore quand, peut-être ce samedi suivant, selon les matériaux qu'ils ont à leur disposition. Et je précise en revanche que les débats ne sont pas disponibles dans la version calédonien. Donc si le cœur vous en dit, vous pourrez aller sur notre site adck.nc, devenu centretjibaou.nc maintenant. Je le précise, c'est un nouveau site. Vous avez la possibilité d'accéder à notre propre chaîne YouTube, sur laquelle on diffuse justement des conférences récentes et plus anciennes. Et puis pour ce qui est de l'enregistrement audio, je le disais, donc disponible sur notre catalogue où vous retrouverez beaucoup de publications multimédia. Je vois que vous êtes nombreux ce soir, ça fait vraiment chaud au cœur. Je pense que Jerry sera d'accord. Pour lui, pour le centre culturel et puis pour l'histoire avec un grand H. Donc merci à vous et je vous donne rendez-vous pour les débats. Je vous rappelle que nous serons deux dans la salle avec un micro et qu'il est important, même si vous avez une voix de stentor, de vous saisir du micro puisqu'il faut qu'on entende votre question sur l'enregistrement. Voilà, c'était un détail mais qui compte malgré tout. Merci Jerry et merci à vous public et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la suite des opérations. Voilà, merci Manu. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être venus nombreux à cette conférence. Je remercie également l'équipe du Centre culturel Tjibaou d'avoir bien voulu m'accueillir en ces locaux. Je vais donc évoquer aujourd'hui les conséquences, les incidences et les conséquences qu'a eu 1878 au niveau des deux communautés en présence, c'est-à-dire la communauté européenne et la communauté kanak. Cette conférence, elle est tirée de la troisième partie de l'ouvrage que je viens de publier sur ce conflit de 78 qui reste l'une des périodes les plus sombres de notre histoire. Par l'intensité des affrontements entre armées coloniales et chefferies insurgées, l'insurrection de 78 fut certainement le conflit le plus violent, peut-être pas le plus long,
mais en tout cas le plus violent, parmi les révoltes nombreuses qui ont opposé le peuple indigène de Nouvelle-Calédonie à son colonisateur. Alors, quelles ont été les causes de ce conflit? Il y a eu deux causes fondamentales, enfin, d'après mon point de vue. La première cause, qui est réelle, c'est le refus de la colonisation. Le peuple kanak, c'est un peuple qui n'a jamais accepté la colonisation, qu'elle vienne de l'Angleterre ou de la France. En tout état de cause, le pays a été colonisé par la France. Ça, c'est un état de fait. En préambule de l'ouvrage que je viens de publier, vous trouverez toute une chronologie des faits qui ont opposé les tribus kanak dans toute l'île, dans tout l'archipel, à l'État français, à l'État colonial. D'ailleurs, le commandant Rivière, qui est l'un des acteurs majeurs de l'insurrection 78, Rivière qui était un officier supérieur plus particulièrement chargé de la répression dans le secteur de Lafoi, Moindou et Boulou-Paris, lui-même évoque cette crise, enfin cette difficulté à dompter les indigènes de Nouvelle-Calédonie. Dès la prise de possession française, à Balade, le 24 septembre 1853, par Février des Pointes, relayé quelques jours plus tard par Tardine Moravel, Tardine Moravel est arrivé à Balade un peu après Février des Pointes, il y a eu tout de suite des incidents entre les équipages français de ces bateaux et les Kanaks de l'endroit. Et dès le mois d'octobre 1853, c'est-à-dire quelques jours après l'arrivée de ces bateaux à Balade, un raid militaire est effectué dans une tribu de l'endroit et 4 responsables coutumiers, les nommés Hundo, Michel, un nom qui a été francisé par les officiers français, Dominico et Toulangui, sont ensuite emmenés à bord du bateau de Tardine Moravel. Tardine Moravel qui descendra ensuite la côte est, il reproduira la même cérémonie de prise de position à Canala, puis à l'île des Pins, il remontera jusqu'à la baie de Saint-Vincent-Tomo pour chercher un endroit où implanter le chef-lieu. Ensuite, il va redescendre dans la baie de Nouméa, et c'est là qu'il va implanter Port-de-France. Il repartira en fin d'année 1854 à Tahiti, et il emmènera ces 4 Kanaks arrêtés à Puebo en déportation. À partir de cet instant, de cette prise de possession, le schéma colonisation, spoliation de terres, entraînant des révoltes sporadiques ou plus longues des indigènes, immédiatement suivies d'actions de répression violente du gouvernement colonial, se reproduira tous les ans. Tous les ans, de 1853 jusqu'à 1868. 1868, c'est à peu près l'année de la création du centre de colonisation pénale de Bourail. Vous avez des incidents plus ou moins violents entre les Français, militaires colons, et les indigènes de Nouvelle-Calédonie. Alors à Bourail, lorsque M. Guillain, le gouverneur alors en place, a décidé d'implanter le premier centre de colonisation pénale, en vertu de la loi du 30 mai 1854, dite loi sur la transportation. Un an après, les premiers condamnés et les premiers responsables de ce centre sont arrivés à Bourail en juin 1867. Dès avril 68, vous avez les tribus que les Français ont appelées les montagnards, c'est-à-dire les tribus de Nid, de Poté, de Bouirou, se sont révoltés, se sont soulevés. Et là, il y a eu une répression sévère, ordonnée par M. Olry et dirigée par le secrétaire colonial, M. Mathieu. Plusieurs tribus brûlées et tout, et ça a abouti à une reddition de ces tribus insurgées en avril 1868. Et à partir de là, avril 1968, cette répression violente de Bourail, il n'y a plus d'incidents pratiquement dans tout l'archipel. Alors on peut penser que les Français se sont dit, ben voilà, le gouvernement colonial s'est dit, voilà, les Kanaks maintenant sont calmés, on va pouvoir s'implanter. Et c'est comme ça que d'ailleurs le pénitencier de Bourail va prendre de l'ampleur. Également le pénitencier de Lafoi, puisque 3 ans après Bourail, c'est l'arrivée de la colonisation à Terimba, à Fort Terimba, puis l'avancée de la colonisation vers Moindou et vers le sud-ouest, Lafoi, et la création d'un deuxième centre de colonisation pénale, le centre du Haraï Lafoi. Et là, cet empiètement sur les terres, principalement à cause du bagne,
Bourail, la fois c'est tout de suite 5000 hectares, Bourail c'est 5500 hectares. On verra tout à l'heure des surfaces qui vont considérablement augmenter après l'insurrection de 78. Et bien, ça et d'autres causes dont je parlerai vont amener à un fort mécontentement des tribus indigènes. Et 7 ans après l'arrivée des Européens à la fois, en 78, c'est l'insurrection kanak, la grande insurrection. La deuxième cause fondamentale de ce conflit, j'en parlais à l'instant, c'est donc bien les spoliations de terres. Phénomène qui accompagne inéluctablement tout processus de colonisation entre une puissance conquérante et un peuple indigène. Ça, ce sont les deux causes profondes de l'insurrection. Se sont ajoutées à ces causes des causes plus conjoncturelles. Une sécheresse de longue durée qui durait depuis 1877, qui provoquait des dégâts dans les cultures indigènes du fait que les colons laissaient divaguer leur bétail en quête de nourriture, mais à l'époque il n'y avait pas de barrière, pas d'enclos, et ce bétail allait souvent dans les cultures indigènes et ravageait les cultures indigènes déjà amoindries par la sécheresse ambiante. Il y a eu également un fort mécontentement des Kanaks vis-à-vis des embauches malhonnêtes faites tant par l'administration pénitentiaire que par le gouvernement colonial. On réquisitionnait des indigènes pour faire les routes, pour aider à construire les bâtiments et tout. Et souvent, ces gens-là, ils n'étaient pas payés ou mal payés. J'ai mis dans mon livre plusieurs exemples d'indigènes, par exemple de Gomen ou de Koumak ou d'autres centres qui avaient aidé à faire des corvées de route. Et quand ils allaient voir le responsable administratif de l'endroit, on lui répondait « allez à Nouméa vous faire payer ». Voilà, une série de vexations et de mépris que les Kanaks n'ont pas accepté. Il y a donc une perte d'estime des Kanaks envers les Européens à cause de pratiques assez répréhensibles à leur égard. Et également, selon certains historiens, le problème des femmes Kanaks prises par des Européens. C'est vrai qu'à l'époque, on est dans une colonie où il n'y a pas trop de femmes, donc souvent les gendarmes eux-mêmes, en brousse, on a tendance à prendre des femmes Kanaks. Mais après de longues années à étudier ce sujet, personnellement, je ne cite pas le problème des femmes comme une cause profonde du mécontentement des Kanaks ayant conduit à la rébellion. C'est vrai que l'incident qui a déclenché l'insurrection vient du fait d'un libéré du bagne qui avait pris non seulement une femme kanak dans un clan situé à côté de la propriété dont il était gérant, mais également sa sœur, il avait eu des enfants avec. Donc c'est cette union que le clan considérait comme un véritable enlèvement avait été reçue comme quelque chose comme une vexation. Et il y a eu vengeance du clan qui a tué ce libéré, sa femme qui était une fille du clan, et également les enfants. Donc c'est vrai que l'insurrection démarre autour de ce drame, mais globalement, sur l'ensemble du conflit, on ne peut pas dire que le problème des femmes vivant avec des Européens, que ce soit libérés du bagne ou des gendarmes en brousse, soit l'une des causes, je dirais, conjoncturelles ou réelles du mécontentement des indigènes ayant conduit à l'insurrection. Alors, cette insurrection, elle a éclaté le mardi 25 juin 1868 en pays Thierry, c'est-à-dire dans la région de Lafroy-Moindou, par l'attaque de la gendarmerie. C'est un peu le scénario qui s'est reproduit plus récemment lors des événements, avec l'attaque de la gendarmerie d'Ouvéa, suivi immédiatement de plusieurs agressions contre des colons, des concessionnaires pénaux de la région. Dès le lendemain, le 26 juin, ce sera autour de la région de Boulou-Paris où le nombre de morts sera important. Il y a eu 79 morts à Boulou-Paris pour un conflit qui, dans sa durée, dans sa globalité, a fait 192 morts non-Kanaks. Je dis non-Kanaks parce que, outre les colons européens, les concessionnaires pénaux, il y a eu aussi de nombreux engagés néo-bridés, c'est-à-dire Vanuatu, qui travaillaient chez les colons, qui ont été tués, et également des Malabars, des Indiens, qui eux étaient venus avec les colons sucriers pour les usines à sucre et ensuite étaient embauchés dans les propriétés des colons, notamment à Boulou-Paris, là où il y avait une importante usine à sucre, à Bouraké, et également sur la Foi. Donc 192 morts, c'est quand même important.
Alors, à l'écran, vous avez la carte de l'insurrection. Elle s'est proposée, donc je vous disais, du pays de Syrie, région de la foi Moindou, vers Boulou-Paris, ensuite vers Moindou, puis Bourail, Poya et Pointe-Boute, par le jeu des alliances entre clans, des alliances entre chefferies. Si vous regardez le cheminement de l'insurrection de 78, on voit bien qu'elle suit le cheminement des alliances entre les chefferies. C'est un schéma que j'ai reproduit également dans mon ouvrage, où je montre bien le cheminement de l'insurrection. C'était des clans qui avaient des liens familiaux entre eux, ou qui avaient des relations étroites entre eux depuis très longtemps. La zone insurgée se cantonnera donc au sud de la région de Boulou-Paris, Tomo, Ouinané, jusqu'à Pointe-Boute. Donc la partie centre-ouest de la Grande Terre, avec toutefois une implication de certains clans établis entre Boulou-Paris et Thio. Je pense par exemple au clan Owi, qui était sur le Mando, Vallée de Karaka, et puis le clan Moindou, qui est toujours présent, les descendants sont toujours présents dans la vallée de Koa, en allant à Thio. Cette insurrection fera bien sûr l'objet d'une répression féroce ordonnée par le gouverneur alors en place, Jean Olry. Le conflit va durer environ 10 mois, de juin 78 à avril 79. Alors le bilan, c'est donc, je vous disais tout à l'heure, l'objet du 3e chapitre de l'ouvrage que je viens de publier. Le bilan humain, tout d'abord, il est extrêmement lourd, avec 192 morts chez les non-Kanaks. Essentiellement, je vous disais, des colons avec leurs femmes et leurs enfants. Là, il y a vraiment des tragédies qui se sont passées parce que ça fait 40 ans que je travaille sur ce sujet, et ce qui m'a permis aujourd'hui de publier ce livre. Mais j'ai, au cours de ces 40 années, j'ai commencé très jeune, à 26 ans, j'ai été sur beaucoup de sites, notamment des sites d'anciennes tribus, des sites où on voit des vestiges de cases, d'anciennes chefferies, mais aussi sur des endroits où des colons s'étaient fait massacrer. Et il y a par exemple des endroits au niveau de la foi, où il y a encore les vestiges des faux rapins, d'un colon qui s'est fait massacrer avec son épouse qui avait 28 ans, petite fille de 5 ans, petit garçon de 2 ans. Donc il y a eu des tragédies, des choses atroces des deux côtés. 78, ça a vraiment été une tragédie, ça il faut bien le dire. Ça a été une séquence très douloureuse pour les deux communautés en présence. Alors, le bilan humain, je vous disais, 192 morts, c'est énorme quand on pense que les événements récents, qui ont duré plus longtemps que 78, de 84 à 88, pour la période chaude des événements, il y a eu qu'environ 60 à 70 morts. Et encore, il faut vraiment décompter les gens qui sont réellement morts des événements. 78, c'est 192 morts européens, mais surtout, c'est, pour les Kanaks, environ 1000 morts. Alors là, c'est une estimation de M. Guillard, l'ethnologue, avec laquelle j'ai mis des réserves, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Je sais que le nombre de morts Kanaks a été très important, mais Guillard, pour donner ce chiffre, ce livre a des calculs, je dirais pas fumeux, mais assez hasardeux, auxquels je ne peux pas m'associer, puisqu'il reprend des descendants, il retranche les gens déportés, enfin bref. Mais ce que je dis, moi, c'est que les morts ont été nombreux au regard des clans décimés, des cases, des chefferies qui ont été détruites par la répression. Et donc, je situe, moi, entre 800 et 1000, peut-être plus que 1000, mais on ne peut pas, comme le fait M. Guillard, donner un chiffre réel, réaliste, enfin, un chiffre vérifié de morts Kanaks pendant 78. Alors, le bilan économique, il est très, là aussi, douloureux. Dans une colonie à l'économie qui était déjà moribonde, pour plusieurs raisons. Il y a eu la faillite de la première banque de Nouméa, la Banque Marchand. La Banque Marchand qui est ensuite devenue la mairie de Nouméa, qui est aujourd'hui le musée de la ville de Nouméa. C'était une banque à l'origine. Elle fait une faillite retentissante en 1877, ce qui provoque une crise importante dans la colonie. Et il y a également une crise minière importante qui sévit depuis 1877. Le nickel ne se vend plus. Tous les canoniens savent bien que le nickel, ça a toujours été cyclique. Il y a eu des moments d'euphorie et puis il y a eu des moments de crise sévère. Ça
été le cas en 77-78, et donc à ces difficultés économiques s'est ajouté les conséquences économiques du drame de 78. Il y a eu plusieurs stations d'élevage qui ont été complètement anéanties, brûlées, ravagées par les insurgés. Il y a eu également les cheptels, hein, soit tant les cheptels bovins, les chevaux ont été décimés. Ça a été très difficile. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la colonie, hein, des éleveurs qui ont été fortement touchés. Je pense par exemple à M. Amic, les Calédoniens qui vont à Poya, ils connaissent le cric Amic. M. Amic avait une grande propriété, il a été fortement touché, lui, par cette insurrection, puisque Poya a aussi été un lieu chaud de l'insurrection. Et Amic a ensuite quitté le territoire. Il n'est pas le seul, hein, il y a plein d'exemples. Alors bien sûr, le gouvernement métropolitain va indemniser partiellement les pertes subies par les colons et il va octroyer en 81 un secours d'1 million or. Une commission va d'ailleurs être mise en place après l'insurrection pour évaluer les dégâts causés par les insurgés. Alors là, cette commission, là aussi, on peut trouver à y redire, puisqu'elle est dans les membres qui la composent, il y a des colons qui sont des gros colons, qui ont subi bien sûr des pertes, comme M. Bouton, mais qui était un grand propriétaire à Nébéa, à Ouameni, à Bouloupari, M. Desarnaud, qui a été maire de Nouméa ensuite, hein, qui était un important propriétaire. C'est chez lui d'ailleurs qu'il y a eu l'incident où les Kanaks ont tué le libéré et la femme Kanak. Hein, l'étincelle qui a déclenché 78, c'est la station Desarnaud sur la Haute-Ouameni. Également M. Nas de Touris, qui était un réunionnais venu ici pour une entreprise sucrière de Bouraké et qui avait connu une faillite retentissante. Alors là aussi, j'en parle dans mon livre, il y a eu aussi des tentatives de récupérer de l'argent, notamment de gens comme M. Nas de Touris qui avait fait faillite bien avant l'insurrection et qui a présenté au gouvernement une demande d'indemnité très 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 élevée, tout ça pour essayer de récupérer un peu du passif que lui et ses associés avaient sur la sucrerie de Ouameni qui avait fait faillite. Il y a eu d'autres cas aussi. Donc le gouvernement a été obligé de revoir cette commission et de réévaluer les choses parce qu'on demandait des choses, des fois des sommes astronomiques. Hein, il y a même des colons qui ont demandé des indemnisations pour des secteurs où la direction n'avait pas été, comme à Païta par exemple. Hein, voilà. Ça a été quelque chose de... en tout état de cause, le gouvernement français va octroyer en 1881 une somme de 1 million de francs or pour toutes les victimes. Alors, on va voir maintenant les incidences qu'a eu ce conflit 78 sur la colonisation. Pour la colonisation, malgré les nombreux morts dont je vous ai parlé, 78 va avoir un effet positif. C'est au lendemain de l'insurrection, en effet, que la colonie va connaître les réformes administratives importantes et que l'on verra apparaître les premières institutions. Déjà au cours de la décennie précédant l'insurrection, les colons et les commerçants, notamment à Nouméa, réclamaient au gouvernement central la mise en place d'institutions leur permettant d'être quelque peu associés à la gestion du pays. Certains journalistes locaux, comme M. Bouillot, rédacteur en chef du journal Les Petites Affiches, mais il n'y a pas que lui, hein, lancent des pétitions qui sont envoyées au gouvernement central. M. Bouillot et d'autres journalistes éditent des articles assez virulents dans une colonie pourtant où les lois métropolitaines sur la liberté de la presse ne sont pas encore appliquées. Ces journalistes dénoncent le fait que la Nouvelle-Calédonie était une colonie gérée par les seuls militaires et que la population civile n'est nullement associée à sa gestion, sous quelque forme que ce soit. L'augmentation constante de population et la surcharge de travail que donnait au secrétariat colonial la gestion des affaires de la colonie, mais aussi celle du chef-lieu Nouméa, puisque le chef-lieu n'était pas doté de conseil municipal ou d'autres institutions. Cette surcharge de travail donc avait conduit le rigide colonel Aléron, au lendemain de la célèbre affaire Rochefort,
Vous savez, Rochefort, c'est l'un des célèbres déportés de la Commune qui est venu après l'insurrection parisienne, qu'on a appelée la Commune. Arrivé en décembre, il y a eu Louise Michel, hein, enfin, on connaît les déportés politiques célèbres de la Commune. Rochefort était arrivé à Ducos en déportation en enceinte fortifiée en décembre 1973 et s'était évadé de Ducos le 19 mars 1974, c'est-à-dire 3 mois après, avec des complicités maçonniques, avec l'aide d'un capitaine anglais qui était mouillé dans la rade de Nouméa, capitaine qui était également franc-maçon. Donc tout de suite après, il y a eu une forte réaction du gouvernement central qui va nommer Aleyron pour virer le gouverneur en place, Gauthier de la Richerie. Et Aleyron va venir ici pour enquêter sur cette évasion de plusieurs déportés en Australie. Et à ce moment-là, c'est lui qui va créer un premier conseil municipal à Nouméa, mais avec des membres que lui désigne, c'est-à-dire que le gouverneur désigne. Il ne s'agit pas du tout d'une institution démocratique. Ceci alors même que dans le même temps, d'autres colonies françaises, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion par exemple, sont elles déjà dotées d'institutions dont les membres sont élus par leurs concitoyens. Jusqu'en 1978, malgré les demandes, les pétitions des gens de Nouméa et même les colons de Brousse, le gouvernement central refusera de mettre en place en Nouvelle-Calédonie de telles institutions, du fait de la présence dans la colonie de nombreux étrangers. Vous savez, au début, les premières heures de colonisation, il y avait beaucoup d'Anglais, beaucoup d'Australiens en Calédonie. Hein. Donc la présence de nombreux étrangers, donc le nombre d'électeurs français était fort restreint, ce qui, aux yeux du gouvernement français, rendait dangereuse la mise en place de telles institutions. Un autre argument, le gouvernement français estimait que cette jeune colonie n'était pas assez peuplée pour bénéficier de telles institutions, au regard, à la même époque toujours, d'autres colonies françaises, notamment en Afrique noire, qui étaient, elles, beaucoup plus peuplées et qui n'en étaient pas encore dotées. Alors l'insurrection 68 sera l'occasion pour les revendicateurs nouméens, mais aussi colons de Brousse, de réclamer avec plus de force la démocratisation de la vie publique néo-calédonienne. Finalement, le gouvernement central va céder petit à petit, et à partir de 1879, on assiste donc à la naissance des premières institutions néo-calédoniennes. C'est le panneau qui est à l'écran. Donc le premier conseil municipal, je vous dis, nommé, dont les membres sont nommés par le gouverneur, avait été créé le 5 octobre 1974. Le 8 mars 1979, c'est Nouméa qui est doté d'un conseil municipal dont les membres sont élus. Le 28 juin 1979, c'est l'arrêté portant division de la colonie en 5 arrondissements, un genre de petite région administrative. Le 2 juillet 1979, c'est un arrêté qui institue les premières commissions municipales dans l'intérieur, c'est-à-dire d'Imbéa, Païta, Canala, etc., etc. Le 19 octobre 1983, la colonie a pour la première fois un représentant au Conseil supérieur des colonies. Le 22 juillet 1984, alors là, c'était un énorme progrès pour la Calédonie qui avait été, depuis la prise de possession, gérée par des gouverneurs militaires, par des officiers de marine. Le 22 juillet 1984, donc premier gouverneur civil, Adolphe Le Boucher, que la presse nouméenne d'ailleurs va saluer. Et je pense que l'évolution institutionnelle la plus importante, c'est le 2 avril 1985, un décret qui va porter création d'un conseil général. Tout ça, ça se fait dans la décennie qui suit l'insurrection. Le conseil général, il s'est ensuite appelé Assemblée territoriale, puis aujourd'hui Congrès du territoire. Donc c'est vraiment une évolution institutionnelle importante pour la colonie qu'amène l'insurrection de 1978. Alors, suite au constat fait par le commandement militaire pendant l'insurrection, les militaires avaient rencontré un défaut d'infrastructure énorme, tant en termes de forts, de casernes, de places fortes, que de voies de communication dans la colonie. Ce qui avait fortement pénalisé les militaires pour se rendre d'un point de combat à un autre, face aux Kanaks insurgés. Donc, dès 1979, le gouvernement français va mettre en place un vaste programme de construction de plusieurs forts militaires
dans toute la colonie. Alors c'est un investissement énorme parce qu'on va faire des forts à Boulou-Paris, on va en faire dans tous les centres de l'intérieur. Hein. C'est un total de 19 forts que l'on va construire un peu partout dans la colonie. Boulou-Paris, Lafoy, Terrain-Bas, Bourail, Koné, Ouégoua, Yengen, Ponériouin, Wailou. Chacun de ces forts sera occupé par une petite garnison de 30 à 36 hommes d'un poste télégraphique, tout cela placé sous la responsabilité d'un officier. À l'écran, vous avez le fort de Cointio qui a complètement disparu. Vous avez juste, à côté de la grande maison qu'on voit, en bas au toit colonial, un bloc carré, c'est le blocos qu'on peut voir en allant à Thio, à l'endroit qu'on appelle Cointio, là, une descente à un moment dans le col de Satira. Vous avez à droite, vous avez une maison avec des pinus et tout, et à droite, vous avez, si vous regardez bien en haut sur le talus, vous avez les restes de ce blocos. Hein, puisque ces forts ont ensuite été vendus aux enchères et les colons de l'époque ont démonté tous ces bâtiments. Donc ça, c'est le fort de Cointio, qui a été construit pendant l'insurrection d'ailleurs. Hein. J'en parle dans le livre que je viens de publier. Là, c'est la gendarmerie de Bourail actuelle, c'est le fort qu'on a construit à Bourail juste après l'insurrection. Hein. Ils avaient tous la même architecture, une grande caserne à étage au milieu, avec un mur d'enceinte. C'est la même architecture que le fort de Terrain-Bas, et architecture qu'on retrouve dans tous les... Voilà, ça c'est Koné, c'est l'actuelle gendarmerie de Koné. Voilà, c'est toujours le même type d'architecture. Vous aviez la gendarmerie de Ouégoua, le fort militaire de Ouégoua, la gendarmerie de Yengen qui a été depuis détruite. Il y avait le même à la fois qui a été détruit en 1957, lorsque la gendarmerie s'est retirée et le terrain était cédé au service de santé pour faire le dispensaire de la foi. Voilà. Donc une série de forts qui a coûté énormément d'argent au gouvernement français. Le coût de ces garnisons installées un peu partout dans la colonie était exorbitant. Et en plus, on est à l'époque sous des gouvernements de la Troisième République. La Troisième République, c'est la plus longue des républiques françaises, mais c'est aussi la plus instable, dans la mesure où vous avez un gouvernement qui dure 2 ans. Ensuite, il y a le gouvernement tombe, il y a un nouveau gouvernement, ce qu'ils appelaient des cabinets à l'époque. Celui-là, il peut durer 6 mois comme 1 an, un autre gouvernement arrive, et ce que le gouvernement fait, le suivant, il n'est pas d'accord, il défait, voilà. Et toute l'histoire de l'administration pénitentiaire ou de la colonisation, elle est faite comme ça. Vous prenez l'histoire du Cambrin, camp disciplinaire qui est situé entre Boulou-Paris et Lafoy, où on mettait les forçats irréductibles, sur lesquels j'ai longuement travaillé. L'histoire du Cambrin, c'est pareil. Hein, je veux dire, l'histoire également sur laquelle j'ai rédigé un ouvrage, les enfants de bagnards que l'on retirait aux parents, hein, puisqu'on les jugeait indignes d'élever eux-mêmes leurs enfants, c'est-à-dire aux forçats concessionnaires, hein, les forçats qui étaient mis en concession à Bourail, à Pointe-Boute, à Lafoy ou à Ouégoua. L'administration pénitentiaire et le gouvernement trouvaient ces parents indignes de les élever, et donc on a pensé à un moment de retirer ces enfants aux parents et de les confier à des religieux. Donc c'était Néméara, à la sortie de Bourail, sur la route de Wailou, pour les garçons, tenus par des frères maristes. Et puis c'était l'internat de Fomarie, entre Bourail et Lafoy. Vous avez les restes d'un ancien bagne. On voit une petite boulangerie qui est à côté du pénitencier. Et là, on mettait les filles dès l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans. C'était une page déchirée de l'histoire calédonienne, cette histoire des enfants retirés, qui rappelle un peu l'histoire des générations perdues aborigènes que le gouvernement australien a pratiqué pendant de nombreuses années. La différence des Anglais en Australie, c'est qu'ils ont mis les moyens pour cette politique. Hein, les Français n'ont jamais eu les moyens. C'est-à-dire qu'ils ont eu les moyens qu'un gouvernement, 1 an après, un autre gouvernement arrivé et retiré. Voilà. Donc toute l'histoire de ces malheureuses, de ces enfants de forçat enlevés aux parents est faite de ces manques de crédit, manque d'argent. Donc ces garnisons revenaient beaucoup trop cher au gouvernement. On a très vite... on a fini de les construire fin 1880, début 80, et dès 83, c'est-à-dire 2 ans après, on a commencé à désaffecter ces forts. On a fait revenir les militaires à Nouméa, et puis certains forts ont été cédés à la gendarmerie. Hein, c'est le cas encore de Bourail, la gendarmerie elle est dans cet ancien fort militaire. Ça a été le cas à la fois, un peu partout. Et puis quand la gendarmerie, dans certains centres, a occupé d'autres locaux qu'elle possédait elle-même, ces forts ont été soit vendus aux enchères à des particuliers, soit détruits. Hein, voilà. Alors, en même temps que cette grande politique de construction de forts, d'infrastructures, parce qu'on croyait fermement
ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Le peuple kanak, depuis 1753, il s'est toujours rebellé. Donc là, les Français se sont dit, le gouvernement surtout, ils se sont dit, ben, de toute façon, c'est inaccalmé, il y a eu une forte répression, mais les Kanaks, un jour, ils vont se révolter. D'où cette politique de fort, hein, et de construction de route pour se rendre plus rapidement d'un point à un autre. Donc là, on voit à l'image, à l'écran, des forçats qui sont en train de réaliser une route, puisque toutes les routes ont été faites par les Bagnards. Hein. C'est comme ça qu'il y a eu le Cambrai, il y a eu des camps qui ont été installés depuis Nouméa jusqu'à Bourail et même au-delà, toujours avec la main-d'œuvre pénitentiaire. Également des indigènes qu'on recrutait pour aider à ces travaux de route. Alors, pour résumer ces incidences positives, si l'on s'en tient au seul développement économique de la colonie, ce programme de construction de routes et autres voies de communication lancé au lendemain de cette insurrection représente indéniablement une avancée. Alors, un autre constat du gouvernement colonial sur 78, c'était l'urgence qu'il y avait d'établir une liaison directe entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie. En effet, alors que l'insurrection kanak débute le 25 juin 1978 à la fois, je vous en ai parlé tout à l'heure, le gouvernement français à Paris n'en prendra connaissance que le 13 juillet, c'est-à-dire 3 semaines plus tard. Et ce, malgré les nombreuses dépêches et autres messages d'urgence du gouverneur Olry, qui réclamait notamment des renforts, puisque les forces militaires dont il disposait localement ne suffisaient pas du tout à contrer une insurrection d'envergure. Alors en plus, à Paris, le gouvernement central, prend connaissance de ce drame, de ces nombreux tués à la fois à Boulot-Paris, par le biais d'un journal anglais, le Times. Alors ça, c'était inacceptable pour le gouvernement français. Mais pourquoi ça? Parce que toutes les communications... pourquoi ce retard dans la connaissance du conflit par le gouvernement français? À l'époque, toutes les communications passaient par l'Australie. Le courrier, les dépêches, aussi bien que les voyageurs qui venaient de métropole à destination de Nouméa, venant de Marseille, aboutissaient à Sydney, en Australie. Les bateaux n'allaient pas au-delà. Ensuite, c'est un navire de la petite flottille locale qui se rendait à Sydney pour y récupérer le courrier, les dépêches pour le gouverneur, et puis les personnes désireuses de se rendre en Nouvelle-Calédonie. En retour, c'était pareil. Les messages télégraphiques, les dépêches du gouverneur à destination de la métropole transitaient par Sydney. Et donc, face à ce retard constaté dans la connaissance des faits insurrectionnels par le gouvernement français, on va penser à Paris que les Anglais, les Australiens ont fait de la rétention d'informations. Ça a été inacceptable. C'est la même accusation que le gouvernement français a renvoyée aux Anglais, aux Australiens, lorsqu'il y a eu l'évasion de Rochefort, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, on arrive à un point d'exaspération pas possible. Le gouvernement français va penser que c'est inacceptable que les Anglais ont fait cela, et alors que la presse australienne se faisait déjà les choux gras de cette insurrection en Calédonie, les Français la découvraient à peine, je vous dis, 3 semaines après. Donc, pour résoudre le problème, on va approcher une grande compagnie maritime, les messageries maritimes, et un accord va être finalement conclu. La première traversée Marseille-Sydney-Nouméa se fera le 23 novembre 1882 grâce au paquebot qu'on voit à l'écran, le Natal. Cette ligne, Marseille-Sydney-Nouméa, sera ensuite au fil des années assurée par des paquebots mythiques des messageries maritimes, le Calédonien, l'Armambéique, le Tanaïs, le Sydney, l'Océanien, etc., etc. Autant de navires qui amèneront au fil des ans dans l'archipel calédonien de nombreux colons dans les fameux colons feuillés à partir de 1895. Alors une autre incidence favorable, entre guillemets, du conflit de 78, mais pour la colonisation, notamment la colonisation pénale et la colonisation libre, l'accaparement de nombreuses terres au détriment des tribus insurgées, rayées de la carte, ce qui permettra un développement de la colonisation pénale, je vous le disais, puis à terme de la colonisation libre, après le retrait de la pénitentiaire des centres de l'intérieur. On assistera alors à l'apparition de domaines d'élevage immenses
comprenant souvent plusieurs milliers d'hectares. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, quelles ont été les conséquences de 78 pour les Kanaks? Elles ont été là beaucoup plus dramatiques que pour le mouvement de colonisation. Des dizaines de tribus, chefferies et autres villages insurgés sont rayés de la carte par la violence de la répression. Des clans, des chefferies ont été totalement décimés par cette répression militaire. Les Français ont appliqué ce qu'ils avaient fait en Algérie auparavant, quelques ans auparavant, c'est-à-dire le système de razzia. Les colonnes militaires partaient de Fort-Terimba, ensuite de Fontvary, c'est-à-dire à Fogacheux, ensuite de Boulpari, de chaque centre où les militaires avaient créé un poste important. Et là, les troupes partaient aider d'auxiliaires militaires, et c'était la politique de razzia, c'est-à-dire que lorsqu'on est tombé sur un village insurgé qui était souvent désert, parce que les Kanaks insurgés avaient quitté leur village pour aller se cacher dans des zones plus sûres, les villages étaient systématiquement brûlés, les cultures arrachées, les ignames, les tarots, les cocotiers coupés. C'était la politique que Bugeaud avait pratiquée en Algérie. Bugeaud disait il faut affamer les rebelles. Il ne faut pas oublier que les rebelles, les insurgés, avaient les femmes, les enfants, les vieillards avec eux. Donc cette politique de razzia, c'est le système de guerre coloniale qui a été pratiqué aussi bien en Algérie, lors de la pacification de l'Algérie, qu'en Indochine, au Tonkin, et en Calédonie. Ce n'est pas propre aux Français. Toutes les puissances coloniales de la vieille Europe ont fait le même système de guerre coloniale dans les colonies qu'ils ont occupées. Après les nombreux morts durés du fait des actions de répression, le gouverneur Olry va ensuite opter, au cours des derniers mois du conflit, et par peur de voir celui-ci s'enliser, pour une reddition des insurgés immédiatement suivie d'une déportation. Il faut savoir que la déportation a toujours existé dans l'arsenal répressif français. Ça a été fortement utilisé au début du Second Empire avec Napoléon III. Ensuite, le Second Empire, c'était un régime qui s'est un peu plus démocratisé dans ces dernières années d'existence, mais la déportation était utilisée sous l'Ancien Régime en France. C'était, je vous dis, ça a toujours existé, depuis très longtemps dans l'arsenal répressif français. Alors là, 750 insurgés vont être déportés à l'île des Pins. 300 autres insurgés seront emmenés également au Bélep. Enfin, de nombreux prisonniers insurgés seront emmenés par les chefferies de la côte Est, chefferies de Canala, de Wailou, de Ponériouin, de Poignimier, mais surtout celles de Canala et de Wailou. Des prisonniers de guerre vont être emmenés sur la côte Est, dans ces chefferies qui étaient aux côtés des vainqueurs. Aujourd'hui encore, dans ces centres, vous avez des familles kanaks qui descendent de ces prisonniers insurgés. Il y a eu également notamment dans la région de Pouya et la côte Est, vous avez également des insurgés qui se sont réfugiés dans la parenté clanique sur la côte Est. Aujourd'hui, dans les régions de Ponériouin, Poignimier, Touault, vous avez des familles qui, à l'origine, étaient implantées jusqu'à l'insurrection à Pouya, même à Pointe-Bout, et qui ont fui ces régions face à la violence de la répression qui sévissait pendant l'insurrection. Alors pourquoi une déportation à l'île des Pins? Il faut savoir que dès le début du conflit, Samuel Vandegou, qui était le chef, avec la reine Hortense à l'époque, avait proposé ses services au gouverneur Olry pour venir mater la rébellion aux côtés des militaires. Olry avait déjà l'aide des Kanala, puis des gens de Wailou. Alors il dit à Olry, il dit à Vandegou, non, pour le moment ça va, et puis quand il s'agit de déporter les gens pour mettre fin de façon plus rapide à l'insurrection, à la répression, Olry va se rappeler au bon souvenir de Vandegou, et il va envoyer 750 insurgés kanaks à l'île des Pins. Là, ça pose un problème à Vandegou et à la reine Hortense, parce que 750, c'était presque plus que la population cunie à l'époque. Voilà. Pareil à Bélep. À Bélep, ça a été pire parce que le chef Waoulou, il n'habitait même plus Bélep, il était à Saint-Louis, à la mission mariste. Et la mission mariste elle-même avait fermé. Il n'y avait plus de curé à Bélep. Donc le commandant des Essarts, qui est les militaires chargés du Nord, va demander
à l'évêché de renommer des curés à Bélep, de façon à rouvrir la mission. Et puis, on va ramener le chef Waoulo à Bélep pour pouvoir accueillir ces déportés kanaks. La condition de ces insurgés ne va pas être la même à l'île des Pins comme à Bélep. À l'île des Pins, ils vont être reclus dans un secteur nord-est de l'île, c'est-à-dire à la tribu de Ouatcha. Hein, et ils vont avoir un statut vraiment de prisonniers, ils n'avaient aucun droit. Ils vont être longtemps coupés même de la communauté, je dirais, indigène de l'île. C'est au niveau des descendants qu'il y aura un certain, on va dire, certaines communications entre les insurgés, leurs enfants et la population Kounié. À Bélep, c'est différent. Le chef Waoulo va proposer que chaque clan de l'île adopte un ou deux insurgés, adoptés coutumièrement. Et vous avez, par exemple, l'exemple d'un fils d'Ataï, chef de guerre d'un grand clan de la Fla, le clan d'Aweri, qui a été emmené à Bélep, enfant, qui a été adopté par un clan, le clan Wimo de Bélep, et qui ensuite est parti à la guerre de 14-18. Voilà, j'en parle beaucoup dans mon livre également. Mais cette politique de déportation des insurgés trouvera rapidement ses limites du fait du nombre de déportés insurgés, je vous disais, par rapport aux populations accueillantes. Les insurgés étaient presque plus nombreux que les Kouniés. Ceux de Bélep, ils étaient largement supérieurs à la population de Kounié. Alors, au cours des derniers mois de la répression, le commandement militaire va opter pour le regroupement de prisonniers insurgés dans des tribus déjà existantes. Ce sera le cas, par exemple, des tribus de 8 points à la fois, 8 points qui n'existaient pas jusqu'à 78. Les gens de 8 points, ce sont tous des gens du clan Pocreux qui ont été refoulés de leurs terres et qui ont été emmenés comme otages de guerre par le chef Gélima, allié aux forces de répression. Et Gélima va les laisser à 8 points. Après, une histoire avec ces clans de Pocreux, dont je parle également dans mon ouvrage. Et puis également la tribu de Moméa, à Moindou, Moméa, vous avez des clans, notamment le clan Goharo, on parle de Goharo, c'est un clan qui était à la Roche-Percée, Poé et tout. Ces gens-là, vous les retrouvez aujourd'hui dans les tribus de Waoué et les tribus de Moméa, qui ont été confiées là à l'époque. Et puis également, c'est le cas de la chefferie de Nekriaï, qui était une chefferie insurgée à Poya, mais qui a été fortement diminuée du fait de l'insurrection, mais qui a vu son territoire amputé d'une large partie. Mais la chefferie de Nekriaï qui a accueilli des prisonniers et des réfugiés insurgés de cette région. Également la tribu de Mofraoui. Alors souvent, on a nommé ensuite un chef administratif pour surveiller ces rebelles mis dans ces tribus. Voilà à l'écran un exemple d'une tribu qui a disparu. Ça, c'était le clan chefferie Vinarui, clan Goharo. Goharo en langue de Poya, Anje, ça veut dire je suis du pays Haro. Moi, je suis Goharo. Et cette chefferie, elle était à Nera. Le chef s'est pendu quand les opérations de répression ont eu lieu à Bouraï, répression féroce. Bouraï a eu la particularité de voir un corps expéditionnaire kabyle qui a été monté, puisque vous avez eu, lors de la pacification de l'Algérie, une deuxième grande révolte, la révolte kabyle en 1871, où là, vous aviez eu des Kabyles qui avaient été déportés, condamnés à mort d'abord, après la pacification d'Algérie, envoyés en déportés politiques en Calédonie et mis à l'île des Pins. Les Arabes, les Kabyles en formaient la 5e commune, puisque les déportés à l'île des Pins étaient divisés en communes. 4 communes pour les déportés de la commune de Paris, et la 5e commune, c'est la commune des Arabes, on appelait les Kabyles. Et l'un des responsables de cette insurrection kabyle, Mokrani, qui était à l'île des Pins, vient à Nouméa pendant l'insurrection et va proposer ses services au gouverneur Louis, qui va accepter. Il va le diriger sur Bouraï, et sur Bouraï, le commandant militaire en charge du secteur de Bouraï, le lieutenant Motion de Condé, va former un corps d'auxiliaires arabes, kabyles, des gens qui se feront marquer par leur audace, mais par leur cruauté aussi. Les auxiliaires kabyles, arabes, vont mettre notamment en pratique vont user de la pratique des oreilles coupées, qu'eux-mêmes avaient subi en Algérie lors de la pacification. C'est-à-dire que les militaires, le commandement militaire, lorsqu'ils partaient face aux insurgés, il fallait qu'ils amènent la preuve des morts au combat. Et au début, on amenait les oreilles. Et lorsque les Arabes les Kabyles ont vidé des sacs d'oreilles devant les militaires, notamment au pénitencier de Fogacheux, les militaires se sont rendus compte qu'il y avait des petites oreilles et des grandes oreilles. Alors,
on leur a demandé, mais vous avez tué des enfants, on vous a dit de tuer que les guerriers insurgés, et s'ils ne se rendaient pas. Et les Kabyles, mais aussi certains militaires, vont dire non, c'était dans ce secteur, c'était des Kanaks qui avaient chacun une grande oreille et une petite oreille. Alors finalement, c'est comme ça que le gouvernement, le commandement militaire va demander qu'on ramène des têtes, hein, d'où la pratique des têtes coupées, donc la tête d'Ataï, dont on a beaucoup parlé. La chefferie de Nera, donc, qui a disparu au cours de cette insurrection, hein, une chefferie, un clan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les représentants, les descendants de ce clan, de cette chefferie, sont aujourd'hui dans les tribus de Momea et de Huawei. Également une chefferie dont on ne parle plus, c'est les gens dont je vous parlais à 8 points, la chefferie Pocreux, hein, qui était une grande chefferie qui était au niveau de la vallée de Piera à la fois. Cette chefferie aussi a été complètement anéantie puisque ces gens-là étaient engagés aux côtés des insurgés dans le pays Thierry, dans la région de la Foi. Et donc, eux ont été emmenés, détruits par les auxiliaires, cette chefferie par les auxiliaires de Kanala, Gélima. Et au retour vers Gélima, en passant par la tribu de Koindé et Siu, Gélima a laissé ces gens-là à l'endroit qu'on appelle Huit Points. Et aujourd'hui, ce sont les gens de Huit Points qui sont les descendants de cette chefferie disparue en 78. Je vous ai mis ces deux clichés-là pour vous montrer qu'il existe quand même des photos prises avant 78, des témoins de ces chefferies disparues. La conséquence la plus grave, je pense, pour les Kanaks de 78 a été la perte irrémédiable des terres ancestrales. L'insurrection de 78 et la violente répression militaire qui a suivi se traduiront par la perte irrémédiable de leurs terres par les clans et chefferies insurgés. Des chefferies ont complètement disparu, je vous en ai parlé, hein, chefferie de Nera, Bouraï, Pocreux, etc. En consultant les cartes de la région insurgée, ce que j'ai fait longuement, ces cartes, elles existent, hein, parce que quand les Français, les militaires sont arrivés dans la région de Bouraï, La Foi, Boulou-Paris, bien sûr, il y avait des géomètres, je pense notamment à M. Gallet, M. Nègre, hein, qui étaient des géomètres et qui ont fait des cartes. Vous avez des cartes de La Foi, de Boulou-Paris, de Bouraï, qui datent de 1873, qui datent de 1871, des très vieilles cartes que l'on peut consulter, non seulement à la D3T, mais aussi aux archives. Et j'ai consulté, j'ai voulu au début relever, parce que ces cartes étaient très bien faites, et dessus, avec des petits pointillés, les géomètres mettaient village Kanak 2, village 2. Vous voyez, il y a les tribus que les Français avaient eux-mêmes recensées. Et rien qu'en prenant ces plans, et bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai été souvent sur le terrain, rien que dans le pays de Thierry, c'est-à-dire la région de La Foi, j'ai dénombré 90 villages qui ont disparu. C'est-à-dire 90 tribus Kanaks qui ont été rayées de la carte par les opérations de répression. Et d'ailleurs, il arrive souvent hein, sur des propriétés privées, ou même en allant dans des sentiers de la chaîne, en cours de randonnée, vous voyez souvent des terres de cases, hein, des terres de cases. Et puis ça, c'est, il y a des restes. Je dirais pas très très beau, mais tout à fait parlant encore de ces anciennes tribus qui ont été décimées en 78. Les clans les plus pénalisés par cette confiscation des terres ancestrales ont certainement été ceux qui avaient subi des délimitations de 77. Alors là, c'était une affaire dans l'affaire, parce que quand arrive l'insurrection, notamment dans la région de La Foi et de Moindou, les tribus ont été délimitées, c'est-à-dire que le gouverneur, le prédécesseur de Olry, le gouverneur Puisbourg, qui était un Alsacien, a ordonné des opérations de délimitation, c'est-à-dire de délimiter des réserves ou mettre les Kanaks de chacune de ces régions afin de libérer des terres pour la colonisation. Donc une vaste opération de délimitation qui avait fait l'objet d'un arrêté du 19 décembre 1877, publié au journal officiel. Cet arrêté, vous le retrouvez dans le journal officiel de cette année-là, où c'est explicitement dit, tribu du chef Ataï. Hein, bon, le chef Ataï, c'était le clan d'Aweri, le clan de la chefferie Kawa de Kouli, 922 hectares. Hein, la chefferie Naïna, sud de La Foi, c'est tant d'hectares en 3 parcelles. Enfin, les réserves sont bornées et sont bien définies, c'est important ce que je vous dis, au journal officiel.
Ces chefferies se voyaient donc amputées d'une première fois d'une grande partie de leur terre ancestrale, de leur terre, pour être poussées dans des réserves au profit de la colonisation, mais elles se voyaient quand même reconnaître sur un territoire défini par un texte publié au journal officiel, donc des réserves tout à fait légales. Lorsque l'insurrection éclatera l'année suivante, en 1978, les opérations de répression anéantiront ces chefferies, tuant puis déporter leur population. Les réserves seront purement et simplement confisquées, les réserves qui venaient d'être créées et officialisées par le gouvernement colonial, et le service des domaines de la colonie redistribuera dès 1880 les terres à des colons. Voilà, à l'écran, je dirais un témoin vivant de ces délimitations. C'était une borne de 77 qu'on a retrouvée à la fois sur une propriété privée. Il en existe quelques-unes encore. Ça a été fait par les bagnards à l'époque. Ça a été porté à Dodome sur les crêtes, là aux endroits où il fallait borner la réserve. Réserve qui jouxtait le pénitencier agricole de la Foix. Et vous retrouvez, vous voyez, un P dessus, c'est pénitentiaire. Voilà, ça, c'est une preuve, je dirais, authentique de ce que je vous raconte actuellement. Le problème, c'est qu'en éliminant ces chefferies qui avaient été ramenées dans des réserves et qui avaient un territoire reconnu juridiquement, officiel, la législation coloniale de l'époque stipulait que, notamment au travers de la déclaration du gouverneur Dubouzé, l'un des premiers gouverneurs de la Nouvelle-Calédonie, déclaration du 20 janvier 1855, en fait, qui est l'acte fondateur du service du domaine en Nouvelle-Calédonie. Cette déclaration stipulait que les Kanaks n'étaient qu'usufruitiers des terres. Vous savez, c'est une grande déclaration de l'État colonisateur qui dit, voilà, à partir de maintenant, seule la France est propriétaire de toutes les terres de l'archipel calédonien. Les Kanaks, sur les terres qu'ils occupent, ne sont qu'usufruitiers, c'est-à-dire ils ont un droit d'occupation, point barre, mais ils ne sont pas propriétaires de la terre. Mais c'était surtout destiné aux gens qui étaient déjà là en place, les Européens, c'est-à-dire les curés, les missionnaires, et puis d'autres colons par-ci par-là qui avaient, entre guillemets, acheté des terres à des indigènes. Alors que l'État reconnaît ensuite, par l'arrêté du 22 janvier 1968, donc bien après, par un arrêté relatif à la constitution de la propriété territoriale indigène, un certain droit d'occupation des indigènes sur les terres qu'ils occupent. Mais ça, c'est pas innocent, c'est après l'affaire d'Ouvanou-Prébo, où la seule fois où le gouverneur Guillen a emmené la guillotine à Prébo et a coupé 10 têtes de Kanaks qui s'étaient révoltés, qui avaient tué des gendarmes et des colons parce qu'ils étaient mécontents des terres qui leur avaient été prises. Donc, déclaration du 22 janvier 68 qui complète la déclaration du 20 janvier 55, c'est-à-dire, en clair, l'État français dit les Kanaks ne sont qu'usufruitiers des terres, mais ils ont un droit d'occupation sur la terre qu'ils occupent. Et cette même législation coloniale précisait bien que le domaine de la colonie ne pouvait reprendre les terres qu'en cas de disparition complète du clan. C'est-à-dire, disparition complète, en fait, on reprend la terre. Or, là, en 78, on élimine les chefferies, les insurgés qui sont dans les réserves qu'on vient de borner, mais seulement on déporte des gens. Et même, si vous prenez le cas de la vallée de Fort-Marie, vous avez des réfugiés qui ont été mis à Grand Coulis, les clans, les descendants, les Kawa, les Pao, les Boinan, les tout, ce sont des réfugiés de 78 qui occupaient toute la vallée de Fort-Marie et même au-delà, mais qui ont été réfugiés à Grand Coulis. Et ensuite, ils ont formé, les vieux de ces gens-là ont formé la tribu de Petit Coulis bien après. Donc ces gens-là avaient des descendants vivants. Donc au regard de la législation coloniale, le gouvernement ne pouvait pas reprendre les terres des réserves, au moins les réserves qui leur avaient été attribuées. Et pourtant, c'est ce qu'il a fait. Le gouvernement colonial s'assoira sur sa propre législation et redistribuera ses réserves insurgées sans en tenir compte. En ce sens, il agira au lendemain de l'insurrection vis-à-vis des terres insurgées comme aux premières années de colonisation, lorsque la pacification de la colonie était entreprise par les gouverneurs Dubouzé puis Guillen, époque où l'on chassait les Kanaks déclarés rebelles de leurs terres et en confisquait leur territoire, notamment lors de la pacification du Sud calédonien. Vous savez, quand vous prenez le journal officiel des premières années de colonisation, qu'on appelait le Moniteur, le Moniteur impérial sous la période de Napoléon III, ensuite Moniteur de la Nouvelle-Calédonie, vous voyez souvent des opérations de répression menées par les militaires à partir de Nouméa, de Port-de-France d'abord, où ça a été très violent, puis Nouméa,
à partir de 1906. Et puis là, vous voyez des arrêtés dans le Moniteur, le journal officiel, où on dit ben, le territoire des Touaourous est confisqué, ils sont chassés de leur territoire. Le territoire des Païta ou des Cambois et ils sont chassés de leur territoire. Ça, c'était quelque chose de fréquent, notamment par les premiers gouverneurs du Bouzé, surtout Guillain. Guillain qui est resté longtemps, près de 9 ans, mais qui a, dans le règne, le séjour, a été marqué de nombreuses opérations de répression. Donc voilà, en 1978, l'État colonial va agir exactement comme ça, un déni de justice incroyable vis-à-vis de ces clans vaincus. On va les faire dégager des réserves, et même s'ils avaient des femmes, des enfants ou des vieillards déportés à l'île des Pins, mais ils avaient encore des survivants au niveau du clan, et bien leur terre est confisquée sans aucun acte juridique. Ils ne pouvaient pas le faire puisque c'était illégal. Alors là, à l'écran, vous avez une carte, très vieille carte. C'est le lotissement qui a été fait, on a appelé le lotissement de la vallée d'Ataï. C'est-à-dire que ce grand clan Mendaweri, qui est en réalité le clan des Kawa, de certains Pao et des Boinaleurs, enfin un grand clan dont les descendants sont toujours à la fois, forment la chefferie administrative de Petit Coulis. Ces gens-là, bien sûr, ont été chassés à Grand Coulis, chassés à l'île des Pins, la plupart tués, et leur terre, cette réserve qui avait été bornée en 1977, a fait tout de suite, je vous disais, l'objet de ce lotissement. Et là, moi, j'ai longuement travaillé là-dessus. J'ai les noms de tous les premiers colons, aussi bien des colons libres que des libérés du bagne qui occupent ces terres dans la vallée d'Ataï. D'ailleurs, vous regardez, c'est bien marqué lotissement de la réserve d'Ataï. Hein, voilà. Donc c'est un déni de justice incroyable, et c'est pour ça que je parle de double spoliation. C'est comme cela aussi, hein, par cette pratique-là, qu'on va installer des Indiens, des Malabars à la fois, dont il y a encore des descendants, hein, je pense aux familles Arsapin, Kondoya, Ouintilingon et tout. Ces Indiens, ils étaient venus, je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient venus avec les colons sucriers à partir de 1865, lorsque M. Joubert, un Français installé à Sydney, avait lancé la première usine à sucre. Ensuite, il y a eu 9 usines sucrières dans la colonie. Notamment les colons réunionnais qui étaient venus planter de la canne avaient amené leur main-d'œuvre indienne avec eux de la Réunion. Pourquoi? Parce que tant la culture de la canne que la fabrication du sucre, il fallait connaître. Et ces Indiens étaient spécialisés dans cette manutention et dans cette culture de canne. Ensuite, lorsque ces usines à sucre ont fait faillite, ces Indiens qui étaient des citoyens français, parce qu'à l'origine, ils étaient à La Réunion, mais ils venaient des comptoirs français de l'Inde, hein, Pondichéry, Chandel-d'Ancor, Maé, Yadan, etc., etc. Donc ces gens-là ont demandé à rester dans la colonie, et il y avait un ostracisme, un racisme important vis-à-vis de ces Indiens. On n'aimait pas ces Indiens, et au lendemain de l'insurrection, c'est le gouverneur Courbet, hein, qui est en place, qui va dire il faut ramener ces Indiens-là, il ne faut pas les laisser divaguer dans toute la colonie, et on va les ramener en un endroit où il y a de la terre. Ben, la terre, il y en a où? Il y en a où? Ben, il y en a à la fois, sur la rive gauche de la rivière La Foi, là où une tribu, la tribu du chef Naïna, l'endroit s'appelle toujours Naïna, des clans qui avaient été bien sûr rayés de la carte, et là on va installer une colonie indienne dès 1882 sur la rive gauche de La Foi. Alors une autre conséquence, bien sûr, avec cette disparition des tribus insurgées, ça a été, je vous l'ai dit, la confiscation des terres, mais qui va profiter, tout d'abord à la colonisation pénale qui est fortement implantée à Bouraï à la fois, ensuite Ouégua en 1880, et puis ça sera le centre de Pointe-Bout, mais notamment à Bouraï à la fois. Là, vous avez une forte implantation pénitentiaire qui va se développer forcément avec la disparition des tribus, et vous avez un arrêté du 13 septembre 1882 hein, qui va porter le domaine pénitentiaire à 31 714 hectares, hein, les terres désormais affectées à la transportation. Mais cela ne satisfera pas les responsables de la pénitentiaire qui réclament encore plus de terres, et un décret en date du 16 août 1884, donc c'est pas loin, hein, c'est dans les années qui suivent l'insurrection. Ce décret-là, d'août 84, va porter le domaine pénitentiaire dans la colonie à 110 000 hectares. Mais à terme, lorsque la pénitentiaire va se retirer des centres de l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle va se retirer de Ouégua, de Pointe-Bout, de Bouraï et de La Foi, et d'autres endroits, notamment Canala, où elle avait beaucoup de terres et également des immeubles, elle va, ces biens vont être morcelés
en parcelles avec des bâtiments et vendus aux enchères. Et là, à ce moment-là, ce sont les colons riches, les colons aisés qui vont acheter ces anciens domaines pénitentiaires, et on assiste donc à une expansion incroyable de la colonisation libre. Vous avez des domaines d'élevage aux surfaces conséquentes qui vont se constituer. Je pense par exemple aux propriétés Brun, qui est entre le Cap Bourail et puis Ouatom-Pobidiri jusqu'à Ouameni, 20 000 hectares. De Vambèze à Boulopari également 10 000 hectares, etc. etc. À l'Éca, il y en a beaucoup. Hein. À l'époque, une propriété de 600-700 hectares, c'est une petite propriété. Voilà. Alors, la conséquence, bien sûr les terres, mais la conséquence la plus, puisque l'intitulé de la conférence, c'est la fracture sociale. Eh bien, la fracture sociale, pour moi, elle vient de là, elle vient de l'indigénat. L'indigénat, au lendemain de l'insurrection, une question se pose face à cette tragédie, ces morts. Une question se pose au gouvernement colonial. Que faut-il faire des Kanaks? Le problème, c'est que quand les Français se sont installés, notamment les colons en brousse, c'est pour ça qu'il y a eu tant de drames, c'est que les colons s'installaient, les militaires, mais on ne faisait peu de cas des Kanaks qui étaient juste à côté. Vous avez des cas, moi j'ai bien regardé la région de la Fouad, Bourail, vous avez des colons qui s'installaient avec leurs jeunes femmes, leurs enfants, mais vraiment à proximité, je dirais à 20 mètres de la tribu, quoi, avec des porcs, avec du bétail, avec des chevaux, sans enclos. Bien sûr, ces bêtes causaient des dégâts à la tribu qui était juste à côté, d'où ces réactions violentes, je dirais même sanguinaires, des insurgés vis-à-vis de ces familles isolées en plus. Hein. Mais il y avait cette inconscience, je dirais, de ces colons, malheureusement pour eux, et de ces militaires, c'est de s'installer en considérant peut-être les Kanaks comme des objets ou comme des... Voilà, on s'en occupait pas, on s'installait, on ne s'occupait pas des gens à côté. Et le 78, ça va être un réveil brutal pour ces gens-là et pour le gouvernement colonial. Et là, la question se pose, mais les Kanaks qui sont là, c'est vrai qu'on a eu combien de conflits avec eux, mais c'était le problème des militaires. Mais qu'est-ce qu'on fait des Kanaks maintenant? Alors l'idée vient de prendre des mesures qui sont déjà appliquées en d'autres colonies françaises, comme l'Algérie ou l'Indochine. Ces mesures consistent en l'application dans la colonie du régime de l'indigénat. Pour cela, le gouvernement central va nommer en 86, au poste de gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, en 86, donc c'est dans la décennie qui suit l'insurrection, Louis Noué, un gouverneur que j'ai beaucoup étudié aussi. J'ai écrit 2 articles dans 2 bulletins successifs de la Société d'études historiques sur le parcours de ce gouverneur. J'ai d'ailleurs correspondu avec le petit-fils de ce gouverneur, en poste auparavant en Indochine. Alors, Noué arrive en Calédonie, c'est un spécialiste de la question indigène. Il vient mettre en place l'indigénat qui sera appliqué à partir de 1887. Alors en quoi consiste je dis bien le régime de l'indigénat? Parce que vous avez des historiens ou des gens qui vont vous dire, vous parlez du code de l'indigénat, c'est faux. Parce qu'on fait référence au code Napoléon, au code noir et tout. On dit régime de l'indigénat, pourquoi? Parce qu'il s'agissait des mesures spécifiques, adaptables à chaque colonie. L'indigénat de Nouvelle-Calédonie, même s'il ressemblait à celui appliqué en Indochine, en Cochinchine, n'était pas du tout le même que celui d'Algérie. Donc il faut parler de régime de l'indigénat. Il s'agissait d'un ensemble de mesures publiées au journal officiel, mais qui avaient la particularité, notamment dans son volet répressif, d'être appliquées par un simple fonctionnaire. C'est-à-dire lorsqu'un Kanak faisait une faute, eh bien, c'est le gendarme ou même le notable du coin qui pouvait appliquer la sanction sans passer par un tribunal, sans jugement. Voilà, la sanction était immédiatement applicable au Kanak, des sanctions qui allaient jusqu'à la déportation et même l'emprisonnement, la déportation. Sous le régime, je vous ai parlé tout à l'heure de déportation, qui a duré, le système de déportation. Pendant l'indigénat, vous avez tout le temps, vous prenez le journal officiel, vous voyez tout le temps des déportations de Kanak. L'indigène Intel de Yangin, il est déporté à Tahiti, l'indigène de Maré, il est déporté à Nouméa, et puis ainsi de suite. La déportation, elle a été forte sous l'indigénat. Alors, en quoi consiste l'indigénat? Eh bien, il y a 4 volets. Un volet répressif, avec une série d'interdictions et d'obligations applicables aux seuls Kanaks. Un volet administratif, avec la désignation des grands chefs et la création de districts regroupant plusieurs tribus. C'est de là que datent les chefs administratifs, qu'on appelle, et les districts. Aujourd'hui encore, les tribus Kanaks sont partagées en districts. Et il y avait aussi un volet fiscal. On a souvent entendu dire que les Kanaks ne payaient pas d'impôts, c'est faux. L'indigénat va mettre en place un impôt et un volet fiscal avec la création d'un impôt de capitation. Pourquoi la capitation? Parce que la tête impôt par individu. Et lorsque les Kanaks en tribu n'avaient pas d'argent, eh bien, ils devaient fournir aux chefs,
au chef kanak qu'il redonnait à l'administrateur de la région 10 sacs de coco, avec lesquels on pouvait vendre les cocos ou faire du copra. Donc c'est un impôt de capitation. Et là, le grand chef désigné par le gouverneur servait de percepteur d'impôts dans chacune de ces tribus. Un volet foncier ensuite, et ça c'est un des plus importants volets de l'indigénat, avec une grande politique de cantonnement qui va d'ailleurs prendre une création de nombreuses réserves indigènes pour libérer des terres pour la colonisation. Faute de moyens, Noué ne pourra pas appliquer l'indigénat dans sa globalité, il n'appliquera que le volet répressif. Je dirais, dans le moment, c'était l'urgence. On pouvait mieux contrôler les Kanaks, les allées et venues des Kanaks. Alors c'était une série d'interdictions, interdit d'aller d'une tribu à l'autre, interdit à un Kanak d'aller de la tribu au village sans un accord, un papier du gendarme un gendarme qui agissait au nom du service des affaires indigènes, syndic des affaires autochtones, également interdit de faire des pilous, des danses, toute une série d'interdictions liées au monde kanak applicables immédiatement, les sanctions applicables immédiatement. L'indigénat sera pleinement appliqué quelques années plus tard par le gouverneur Feuillet, qui arrive en 1895, mais qui va appliquer sa politique de colonisation libre. Lui, il a fait venir des colons libres de France avec un programme axé sur une caféiculture à grande échelle, les fameux colons feuillés que l'on a retrouvés à Saramea, qu'on a retrouvés à Négropo, à Ina, Pointe-Dimier, nombreuses familles calédoniennes descendent de ces colons feuillés. C'est Feuillet, pour pouvoir installer ces colons, qui va appliquer l'indigénat dans sa globalité. Cantonnement, Feuillet sera d'ailleurs l'auteur du plus grand cantonnement depuis les premières heures de colonisation. Sous l'époque de Feuillet, vous voyez au journal officiel, création de tribus, souvent des terres étaient soi-disant cédées par les chefs kanaks de façon très aimable, courtoise, et Feuillet ne faisait qu'accepter la donation des grands chefs. Ça a été le cas notamment de la vallée de Négropo, en Canada, qui appartenait normalement au chef Natéré, Nando, mais que Feuillet a récupéré, soi-disant que le chef Kaké Gravinet lui avait donné. Voilà. L'indigénat dura environ 60 ans, donc de 1887 à 1946. Cette mise sous cloche du monde kanak conduira à sa marginalisation dans une société coloniale fortement cloisonnée, donc à un retard important pris par les Kanaks à tous les niveaux. Au niveau de la gestion des affaires publiques, alors que les premiers élus municipaux de Nouméa sont élus en mars 1879, après la mise en place d'un conseil municipal élu par arrêté du gouverneur, et que les premières commissions municipales de l'intérieur sont mises également en place en juillet 1979, il faudra attendre les élections municipales du 4 mai 1947 pour voir les premiers élus communaux kanaks. Il s'agit là d'une première catégorie de kanaks qui va voter. Là, on est en 1947 à la fin de l'indigénat. La fin de l'indigénat, c'est 1946. Donc, une première catégorie de kanaks va être autorisée à voter. Les grands chefs, les catéchites, les anciens combattants de 14-18, de 39-45 vont voter. Et là, vous avez 3 kanaks qui sont élus en 1947. Les 3 premiers kanaks élus dans des conseils municipaux, c'est le grand chef Watiou Gravinet Kaké de Canala, le chef Mandaoué de Wailou et le chef Léon Wamiton à la commission régionale du Mont-d'Or. Au niveau des municipalités, ça va être assez compliqué pour les Kanaks d'investir ces institutions. Lors des élections qui suivent celles de 1947, c'est-à-dire les élections de 1954, elles se feront sur une base très inégalitaire, avec un système de districts. C'est-à-dire qu'en 1954, on laisse une catégorie des Kanaks voter pour les élections municipales, mais chaque zone, c'est-à-dire chaque commune, est séparée en deux zones. Il y avait une zone réservée aux colons, aux Européens, et une zone dite des districts réservés aux tribus. Mais dans tous les cas de figure, la zone réservée aux Européens était largement supérieure en nombre de sièges à pourvoir que celle réservée aux Kanaks. C'est de façon à ce que même dans les régions où les Kanaks sont démographiquement majoritaires, c'est toujours les Européens qui géreront la mairie. Ça s'est passé en 1954.
Il faut attendre les élections de 61, puisque entre-temps le suffrage universel a été instauré dans la colonie. Et là, c'est à partir des élections de 61 que les municipales vont se faire sur une base égalitaire. Et là, vous avez donc en 61 les premiers maires Kanak, 9 premiers maires Kanak qui vont être élus en 61 seulement, et notamment, je pense à Cyprien Kawa à Saramea, à Dui Matayo Weta à Ponerouin, etc., etc. On a parlé tout à l'heure du Conseil général, qui est l'ancêtre du Congrès, qui avait été créé en avril 1885. Les premiers élus européens, ils sont donc élus à cette date, c'est-à-dire en 1885. Pour les Kanaks, il faudra attendre les élections territoriales de février 53 pour voir les premiers Kanaks élus à l'Assemblée territoriale. Il s'agit de Kanaks élus sur des listes du mouvement d'union calédonienne, c'est-à-dire 68 ans après la création du Conseil général. Alors là, il y a 9 Kanaks qui sont les premiers élus Kanaks à entrer à l'Assemblée territoriale: James Iweng, Luther Enoka, Dui Matayo Weta, Rong Pijo, etc., etc. Enfin, 9 Kanaks élus. En ce qui concerne l'enseignement, par exemple, les écoles indigènes seront essentiellement gérées par des religieux catholiques ou protestants. Les Kanaks n'auront le droit qu'aux écoles indigènes, qui sont souvent gérées par des religieux, protestants ou catholiques. Je pense par exemple protestants à Wailou, avec Doneva. Et l'administration coloniale va mettre en place également des écoles indigènes dans les tribus. Des écoles indigènes qui vont en rester longtemps. Je pense à l'école de Kouli, par exemple, de Kouli, qui a été tenue par Théodore Kawa, le grand chef, et ensuite son frère Cyprien. Elle a fermé en 68 seulement. Voilà, donc c'est l'école de Kouandé également. Et puis plein d'autres écoles de tribus. Donc des écoles qui vont être gérées là par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et qui va mettre ensuite des moniteurs Kanaks dans ces écoles, notamment des moniteurs formés à l'école de moniteurs de Montravel qui a été créée par l'arrêté du 29 avril 1913. Je rappelle enfin qu'en termes d'enseignement, le premier bachelier Kanak ne l'a été qu'en 1962. Enfin, au niveau de l'insertion des Kanaks dans le monde économique, on peut considérer que malgré des mesures prises par le gouvernement colonial pour aider les indigènes, je pense notamment à la nouvelle politique indigène mise en place entre 1918 et 1940. Après la rébellion de 1917, le gouvernement va envoyer, comme après chaque grande crise avec les Kanaks, rébellion de 1917 qui s'est passée dans le Nord, d'importance moindre que celle de 1968, mais qui a quand même fait beaucoup de dégâts, dans les quadrilatères Vaux-Koné, Tou, Yagen. Après cette grande insurrection, il y a une commission qui va venir, des commissaires qui vont venir ici enquêter, et ils vont établir un rapport pour proposer tout un tas de réformes au gouvernement, et notamment mettre en place une politique vis-à-vis des indigènes. Et cette politique, elle va surtout être appliquée donc, à partir de 1919-1920, mais elle va prendre beaucoup d'ampleur sous le règne le séjour du gouverneur Guyon, à partir de 1925, et avec 2 acteurs majeurs, d'abord le capitaine de gendarmerie Harel, syndic des affaires autochtones, et ensuite le capitaine Meunier, ce qu'on a appelé la nouvelle politique indigène. Et Meunier va être l'auteur notamment du développement. Vous savez, dans les tribus, l'habitat originel kanak était fait de cases rondes. Et à un moment, vous avez des vieilles photos où on voit des tribus qui existent encore, où il y a des cases rectangulaires blanchies à la chaux. C'était dans le cadre de la nouvelle politique indigène des capitaines Harel et Meunier pour proposer aux indigènes de construire des habitations plus salubres. Également, c'est à partir de là que Meunier va faire en sorte que les Kanaks, au lieu d'aller ramasser du café chez les colons, deviennent eux-mêmes acteurs économiques et produisent du café. C'est l'époque où les Kanaks vont commencer à planter du café dans certaines tribus. Mais malgré ce système-là, on assiste quand même à une mise à l'écart évidente des Kanaks du système économique colonial. Il faudra attendre là aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment avec l'arrivée des Américains. Les Américains, qui étaient très très nombreux, qui étaient en toute puissance pendant le temps de la guerre, c'est eux qui vont embaucher les premiers Kanaks, qui étaient encore sous l'indigénat. L'indigénat a été aboli en 1946. Quand les Américains arrivent en 1942, c'est eux qui vont recruter des Kanaks pour les aider comme guides, comme aide, comme manœuvre et tout. Et ils vont les salarier, ils vont bien les payer même, en dollars ou en francs. Donc il y a beaucoup de vieux Kanaks qui ont laissé des souvenirs de cette présence marquante des Américains. Une conséquence dramatique aussi pour les Kanaks de 1978, ça a été la déculturation et la perte de mémoire. Là, je vais parler de l'incidence des nouvelles tribus et du cantonnement. Alors, l'une des conséquences importantes de 1968 pour les Kanaks et de la mise en place du régime de l'indigénat viendra de la politique de cantonnement et de la création des réserves indigènes, j'en ai parlé.
par la mise en place de réserves où seront parqués les Kanaks, avec un système d'habitat plus dense, le gouvernement colonial suivait une logique européenne, cartésienne, libérée de la terre pour permettre à des colons d'y vivre et de produire. Cela répondait au seul concept européen de la terre qui est un outil économique. Pour les Kanaks, si la terre sert aussi de moyen pour produire, pour entretenir des cultures de subsistance, elle est avant tout un espace d'équilibre social, de sérénité primordiale, ce que Maurice Lénard a appelé le séjour paisible. Les Kanaks ont un lien affectif à la terre clanique très important, vital. Porter atteinte au foncier kanak, c'est porter atteinte à la structure sociétale elle-même du Kanak. Avec la création des nouvelles tribus, après le retour des insurgés, déportés à l'île des Pins et au Bélep, sous le séjour du gouverneur Feuillet, s'ajoutera un traumatisme mémoriel important pour les Kanaks. Alors, qu'est-ce que j'appelle les nouvelles tribus? Eh bien, ces insurgés déportés à Bélep et à l'île des Pins, 17 ans après, ils vont revenir sur la Grande Terre. Pourquoi ils vont revenir? Eh bien, on est à l'époque, je vous disais, de M. Feuillet, qui est l'artisan d'une politique de caféiculture à grande échelle, et les gros colons du café, je pense aux établissements parlants de M. de Vambèze, le vicomte de Dreux à la fois, etc., etc., ils siègent souvent au conseil privé, un organe consultatif autour du gouverneur, et ils vont dire à Feuillet, nous, on veut de la main-d'œuvre. Il nous faut de la main-d'œuvre pour ramasser le café. Il y avait bien sûr des libérés du bagne, mais qui ont toujours été considérés comme une main-d'œuvre peu fiable par les colons. Et donc, Feuillet va ouvrir des discussions avec la Hollande pour faire venir des travailleurs indonésiens, javanais. À l'époque, l'Indonésie était une colonie hollandaise, mais en attendant que les négociations entre le gouvernement français et hollandais aboutissent, il fallait dans l'immédiat de la main-d'œuvre. Feuillet va envoyer Morisseau, le responsable des affaires indigènes à l'île des Pins et au Bélep, et il va proposer aux insurgés, leurs descendants, leurs familles, de revenir sur la Grande Terre, et même de les initier, et même dans une région dont ils étaient originaires, pour servir de travailleurs pour les colons du café et les colons qui faisaient de l'élevage bovin. Alors, bien sûr, ces gens-là, ils vont accepter. Alors, on les fera revenir et on les mettra dans des endroits au service des colons, avec des contrats de 5 ans. Alors, au terme de ces 5 ans de contrat chez un colon, ces ex-insurgés de 78, ces descendants d'insurgés, on leur propose une installation définitive sur la Grande Terre, selon 3 types de schémas. Le premier cas, c'était la création pure et simple d'une nouvelle tribu avec ses engagés revenus de l'île des Pins ou de Bélep. Ça a été le cas notamment de la tribu de Nassira, nouvelle tribu de Nassira, à Bouloupari, sur des terres que le langagiste acceptait de céder à ses engagés au bout de 5 ans. Monsieur de Vambèze, qui avait 10 000 hectares, Monsieur Le Goupil, c'est l'actuelle propriété de Monsieur Tual, maintenant en bas de Nassira, qui avait également un domaine important, eux ont accepté. Ont eu des insurgés qui ont été mis là chez eux, ils ont ramassé le café chez Le Goupil, chez de Vambèze, ils ont également travaillé au bétail, et ensuite, Le Goupil et de Vambèze ont accepté de laisser une partie de leur terrain pour faire une nouvelle tribu. C'est l'origine de la nouvelle tribu de Nassira. C'est également le cas de Watom. Watom, les gens sont revenus de l'île des Pins, ont été installés sur cet immense domaine de M. Brun, je vous rappelle, avait 20 000 hectares, 7 500 hectares entre Watom, Ouaméni et Bouloupari. Et la succession Brun, ensuite, va accepter de céder une part aux indigènes de Watom, revenus de l'île des Pins, Watom qui n'était qu'un simple réservoir de main-d'œuvre, je vous l'ai dit, mais là, les gens vont être obligés d'acheter. Donc, le cœur de la tribu de Watom, les 50 hectares, les vieux de Watom, ils ont été obligés d'acheter. Et c'est le cœur de la tribu de Watom, ce n'est pas une réserve, c'est un droit commun. La réserve, elle s'est mise autour après, de Watom. C'est une particularité de cette tribu. Donc, c'est ce que j'ai appelé les nouvelles tribus, premier cas de figure proposé par Feuillet après l'engagement de 5 ans. Le deuxième cas de figure proposé à ces ex-insurgés engagés, c'est la délimitation d'une réserve au terme de leur engagement dans une parcelle du domaine. Le problème sous Feuillet, c'est que les parcelles du domaine, il n'en restait plus beaucoup. Ça a été le cas, par exemple, de la tribu de Huit-Points à la fois, où on a amputé la réserve de Coindé
à côté, et on a créé une nouvelle réserve avec un chef administratif pour ces gens de Pocreux qui formaient la nouvelle tribu de Huit-Points. Et puis le troisième cas de figure, ça a été l'intégration pure et simple dans une tribu déjà existante. Hein, c'est-à-dire, vous avez des gens qui sont revenus de Bélep, qui ont été mis à Wako, société de Wako, travailler à Wako, qui ont été également mis dans les mines de Wako, et puis également, par exemple, chez des colons comme M. Lecomte, à Coné. Mais à terme, ces gens-là, ils ont dit tant Wako que Lecomte et consorts, ils ont dit non, on ne veut pas. Et on dit à Feuilly, nous les Kanaks, on n'en veut pas, tu fais ce que tu en veux, on ne leur donne pas de terre. Alors là, il y avait la troisième solution que Feuilly a appliquée, on a intégré ces gens dans des tribus existantes. Et c'est comme ça qu'il y a des gens descendants d'insurgés qui sont dans la tribu de Gomen, chefferie de Gomen, qui a pris ces gens-là, et puis des gens qui ont été mis dans la tribu de Bako. Alors le problème, c'est que ces engagés revenus qui ont formé ces réservoirs de main-d'œuvre, puis des nouvelles tribus, c'est qu'ils ont été rapatriés en étant mélangés. Je prends la tribu de Nassira, nouvelle tribu, et même Ouattom, vous avez des gens qui ont été mis là, qui ont ensuite formé la tribu de Ouattom, mais qui n'étaient pas, leur clan, leur lignage, n'étaient pas originaires de cette région. Hein. Donc aujourd'hui encore, parmi les descendants, ça crée des problèmes relationnels énormes entre les gens. Ce qui en découle également, ce sont des problèmes mémoriels. Ces gens, à l'île des Pins, à Bélep, et même ceux partis comme prisonniers de guerre à Canada, à Wailou, ils avaient juste le droit de se taire, hein, notamment les prisonniers de guerre dans les chefferies auxiliaires. Et donc ces gens-là n'ont pas retransmis à leurs descendants, et souvent, les problèmes que les gens rencontrent dans ces tribus, c'est une perte de la mémoire, hein, une mémoire brûlée par ces événements, et ça pose énormément de problèmes au niveau de ces nouvelles tribus qui existent aujourd'hui. Enfin, c'est malheureux que ça ne marche plus, une autre conséquence importante, mais sur laquelle l'État colonial et surtout les lobbies de colons qui convoitaient les terres vont jouer, c'est la décroissance démographique des Kanaks. Alors là, entre réalité et calcul colonialiste. En tant que conséquence, à plus long terme de la crise de 1978, ayant impacté la population indigène de l'archipel, celle d'une baisse démographique importante a souvent été mise en avant. On a toujours parlé que les Kanaks avaient connu une chute démographique importante jusqu'en 1920. Selon différents écrits, un déclin démographique s'était déjà amorcé chez les Kanaks dès l'arrivée des Européens, aussitôt après la prise de possession par la France, principalement dû aux maladies et autres épidémies alors contractées au contact des Blancs. Un phénomène qui semble s'amplifier au lendemain de l'insurrection de 1978 pour diverses raisons. Désespoir dû à la perte des terres, dénatalité, maladies, alcoolisme, etc. Mais si cette baisse démographique a bien été, hein, moi je ne la conteste pas, il y a eu effectivement une baisse démographique chez les Kanaks, hein, la question que l'on peut se poser est la suivante: était-elle aussi importante que les chiffres du gouvernement voulaient bien le démontrer? Cette décroissance démographique s'est en effet basée sur des recensements erronés, sur des chiffres fantaisistes. En effet, tous les premiers recensements, ils étaient très, très, très fantaisistes. Mais ensuite, c'est que les suivants, même si les recensements étaient bien effectués, on s'est basé pour évaluer la décroissance sur des recensements initiaux qui étaient faux. Hein, parce qu'on n'avait pas les moyens, on n'avait pas bien recensé les gens. Monsieur Mété, il a fait un article dans un bulletin de la Société des océanistes, où il parle de cette démographie kanak. Mais lui aussi se base sur ces premiers recensements qui étaient totalement erronés. Alors même, si je vous le répète, même s'il y a eu effectivement une baisse démographique des Kanaks, depuis le début de la colonisation et jusqu'en 1921 à peu près, elle n'a pas eu, je pense, l'ampleur que le gouvernement colonial a bien voulu lui donner et a surtout été une réalité dans tout le périmètre insurrectionnel de 1978. Pourquoi je dis ça? On a accentué cette thèse de la diminution, donc de la disparition je dirais, comme on disait à l'époque, de la race kanak. La disparition de la race indigène, telle que pronostiquée par certains esprits tortueux, ne relevait surtout que de théories fumeuses d'intellectuels. Cette théorie du déclin brutal et inévitable d'une race jugée inférieure était basée sur 3 vues mondiales. La première était celle du darwinisme social, qui exerça une forte influence dans les milieux intellectuels à la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1930. Selon cette vision, darwinisme social des choses, cette vision des choses, une race jugée inférieure, comme celle des Noirs, donc des Kanaks, s'éteint de façon inéluctable au contact d'une race supérieure, c'est-à-dire les Blancs, les Européens. La deuxième vue résidait dans le concept du bon sauvage, épanoui dans son environnement originel, mais fortement affecté dans son intégrité physique et psychologique par l'irruption d'une autre race. Avec l'arrivée de l'Européen,
tout l'édifice délicat de l'indigène ne pouvait que s'écrouler et l'homme primitif se voyait condamné au désespoir et inéluctablement à l'extinction. Enfin, la troisième vue résidait sur le fait colonial lui-même. C'est celle dont on s'est servi pour justifier cette soi-disant baisse démographique importante des Kanaks. Selon ce point de vue, les indigènes subirent tant de privations, d'injustices inévitables dans tout mouvement de colonisation, spoliation des terres, corvées, déportation, qu'il ne fallait pas s'étonner que leur nombre diminuât rapidement. Sur un plan politique, et c'est plus grave peut-être, le gouvernement colonial va abonder dans cette affirmation d'une baisse démographique importante et rapide de la population kanak, suivant cela les désirs et les ambitions d'un puissant lobby d'éleveurs, de colons soucieux de récupérer les terres indigènes, les terres des réserves. Puisqu'il n'y aura bientôt plus de Kanaks, autant ne pas leur laisser autant de réserves, autant de terres. Et d'ailleurs, quand le pasteur Léna va arriver à Nouméa en 1902, Léna, qui est le fondateur de la mission de Doneva, protestante à Wailou, un élu de Nouméa important, va lui dire « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici, monsieur le pasteur? Les Kanaks, ils vont disparaître dans 10 ans, il n'y a plus un Kanak. » Ça reflète bien ce que je dis là, la mentalité, le désir de tendre à une extinction définitive de la race indigène. Enfin, en conclusion, mesdames, messieurs, si 1068 fut certainement le conflit le plus meurtrier dans la longue série de heurts et autres incidents violents ayant opposé le peuple indigène de la Nouvelle-Calédonie à son colonisateur, ce qu'il faut retenir, c'est que les conséquences de cette grave crise auront impacté durablement le monde kanak dans son existence, dans son évolution, dans son devenir. Aujourd'hui, et de façon indéniable, les conséquences de 78 se font encore durement ressentir pour les Kanaks, notamment à propos des terres. Depuis 1978, aujourd'hui encore, et malgré d'importantes opérations de redistribution foncière, de réforme foncière qui ont eu lieu, je pense à la DRAF, la réforme foncière, la DRAF, l'ODIL, etc., de nombreux clans spoliés en 1968 n'ont jamais pu récupérer ne serait-ce qu'une partie des terres dont ils ont été spoliés en 1968. Et ils auraient bien du mal, je pense par exemple à la région Pays de Chéry, La Foi, que je connais bien, à La Foi, quand vous connaissez le village de La Foi, là où la station mobile, la direction de l'aménagement est un peu plus qu'à côté, vous avez une grande tribu qui s'appelait Taveden. Tavenda, c'est en langue de Kanala, ça veut dire là, le lieu où le combat a duré jusqu'au jour. Vous avez sur les cartes de l'époque de nègres, de galets, de géomètres, vous avez une tribu importante. Et dont le chef a été tué, en 1918, la tribu a été rasée. Maintenant, c'est le village de La Foi. Donc c'est difficile pour ces clans-là de récupérer ces terres aujourd'hui. Voilà. Et il n'y a pas. C'est un des exemples que je connais bien, mais il y en a plein d'autres, notamment à Bouraï, pour les chefferies que je vous ai montré en photo. Cette réalité est malheureusement souvent occultée dans la narration actuelle de notre histoire. Il y a toujours eu un décalage important entre le discours officiel du gouvernement colonial et la réalité des faits. C'est malheureux qu'à l'écran ça ne marche pas. Je vous avais mis une citation, en exemple, la citation que j'ai reproduite en avant-propos dans mon livre sur 78. Cette citation qui est de M. Bénet, qui en 75... Et il était là également en 1978, mais en 1975, Bénet est le chef du service des domaines, et au moment du grand cantonnement, au moment d'instaurer ces réserves où on va parquer les Kanaks, Bénet va dire cette chose: en prenant possession de la Nouvelle-Calédonie, la France n'a pas voulu qu'on puisse dire d'elle ce que l'on a dit de l'Espagne, de l'Angleterre ou de l'Amérique, qu'elle colonisait sur des tombes. Ça, c'est Bénet qui l'affirme en 1975 au Conseil privé, lorsqu'il est avec le gouverneur, ils sont en train d'instaurer l'arrêté qui va définir des limitations à Kanala, à Wailou, et ensuite à La Foi et à Moindou. Malheureusement pour Bénet, 3 ans plus tard, le 25 juin 1978, éclatait une insurrection de grande envergure, faisant 1000 morts Kanaks et 192 victimes non Kanaks. On peut donc relever un certain cynisme dans les propos de Bénet, dans cette déclaration, lorsqu'on connaît comment s'est faite également la pacification de la Nouvelle-Calédonie au cours des premières années de colonisation, notamment du Sud, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a toujours eu un décalage entre l'idéal gouvernemental français, l'idéal humaniste, il faut quand même dire que la France est le pays des droits de l'homme, et puis la réalité du terrain, entre les propos vertueux, les propos humanistes que les responsables politiques tenaient, et puis les intérêts économiques profonds du gouvernement français sur le terrain. Vous avez toujours un décalage. Ma démarche d'historien, d'où le livre de 78, elle s'inscrit donc dans une volonté de sortir d'une écriture de notre histoire mensongère. Peut-être pas mensongère, mais feutrée, c'est-à-dire aseptisée. On a beaucoup de collègues historiens se cantonnent dans l'histoire officielle, telle qu'elle a été dite et écrite,
parce qu'on a peur d'être pointé du doigt, on a peur, ah oui, mais c'était le passé, ceci, cela. Je milite, moi, après 25 ans de travail en histoire, pour dire une histoire vraie. Je pense que la Calédonie est à un moment de son histoire où il faut dire les choses. J'ai toujours pensé, en tant qu'historien, ce n'est que ma réflexion, que les événements récents de Nouvelle-Calédonie étaient liés à une méconnaissance profonde des colonies entre eux. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas l'histoire de l'autre, on ne connaissait pas l'histoire du pays profonde, vraie. Et c'est un peu normal, puisqu'on n'enseignait pas à l'école, hein, je veux dire. Donc, je pense que les historiens, aujourd'hui, ont un rôle à jouer dans la mesure où il faut dire l'histoire vraie, dire qu'elle s'est passée. Et c'est pour ça que j'ai réalisé ce livre 78. Je me suis aperçu que l'histoire de 78, elle ne relevait que des cris militaires. Le commandant Rivière, le déporté à Mourou, qui était présent, hein, qui s'est servi notamment de son expérience sur le terrain, et ensuite, quand il est revenu, il s'est servi des écrits militaires. 78, lorsque le premier coup de pétard va éclater à la fois, le 25 juin, il y a l'état d'urgence qui est décrété à la fois à Bourail, à Boulou-Paris. On est dans une colonie où la liberté de la presse n'existe pas. Donc le gouverneur Olry va désigner un fonctionnaire colonial, Charles Lemire, chef du service topographique, pour faire les comptes rendus dans le Moniteur, le journal officiel. Le journal officiel de l'époque, vous n'avez que les comptes rendus de Lemire, vous n'avez pas d'autres. Les journaux de l'époque, ils sont censurés. Vous voyez, censurés. Vous n'avez pas le droit de dire n'importe quoi sur les opérations qui se déroulaient sur le terrain. Mais quand j'ai approfondi le sujet et j'ai relevé tous les grands journaux métropolitains, à Paris, à Marseille, hein, le Gaulois, le Parisien, le Figaro, je me suis aperçu que tous ces journaux-là, ils reprenaient, je dirais bêtement, les écrits du Moniteur, c'est-à-dire les écrits de Charles Lemire. C'était des photocopies du Moniteur néo-calédonien, parce qu'ils n'avaient pas d'autres informations. La seule source différente vient d'un journaliste australien qu'on appelait le Vagabond, hein, qui est venu, envoyé du Sydney Morning Herald. Lui va aller sur le terrain à Boulou-Paris, à Bourail, et lui va envoyer des papiers, hein, des articles à son journal en Australie, qu'on retrouve dans les archives de la Mitchell Library. On les retrouve également sur Internet, dans les archives numérisées de cette librairie. Et là, il y a une version différente. Mais ce n'était pas suffisant. Et pour dire l'histoire vraie, il fallait quand même, je dirais aussi, rééquilibrer l'histoire, c'est-à-dire aller un peu plus vers les Kanaks. Parce que l'histoire 68, c'est, je vous dis, la version de Servon qui confie sa carabine à Nondo, qui soi-disant voulait le tuer comme une coutume pour emmener les Kanaks de Kanala avec Ali Pasbok pour donner la main à la répression. Également le mythe d'Ataï. Tout ça, c'est des thèses militaires développées par le commandant Rivière dans son livre. Il fallait donc rééquilibrer l'histoire, et pour rééquilibrer l'histoire, il fallait donc aller vers les Kanaks, c'est-à-dire aller vers la tradition orale. D'où le temps qu'il a fallu, à mon faible niveau, pour aller chercher cette tradition orale. Et donc ça a pris énormément de temps, et c'est pour ça que j'ai également auto-édité ce livre, c'est le seul. Hein, j'ai écrit 11 ouvrages, le 11e, celui-là, je l'ai auto-édité parce que le problème avec les éditeurs, c'est que quand vous proposez votre manuscrit, ça tu enlèves, ce titre il ne va pas, ça ne va pas se vendre, ça tu vas faire peur à tout le monde, donc tu enlèves. Voilà. Après, vous avez certes un livre édité, l'éditeur le prend en charge financièrement, mais un texte, un manuscrit aseptisé, moi ça ne me convenait pas, donc j'ai fait une société d'édition pour éditer mon livre, et le livre que je propose, c'est vraiment ma version originelle, je dirais, avec une certaine frustration, c'est de dire que quand vous posez le livre sur la table, vous ne pouvez pas dire c'est ça la vérité 78. Puisqu'il y a beaucoup de traditions orales dedans, et bien ce n'est que la version de Delatière. Après, c'est valable non seulement pour ce type de livre, mais aussi pour tous les ouvrages, hein, c'est-à-dire que c'est le lecteur le juge. C'est-à-dire que si le lecteur qui a le courage de lire les 785 pages, il dit ben non, finalement Delatière c'est un idiot, ou alors il dit oui, Delatière il a raison, je pense que quelque part il a raison. C'est la réalité d'une séquence violente comme celle de 78. Voilà, je vous remercie, mesdames, messieurs.